Georges, bonjour. Bonjour Serge. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. J'adore ton look. Merci. Coiffure TNT, c'est ça, non? Ouais, non, mais c'est une coiffure que j'ai adoptée il y a de cela 15 ans déjà. Et bon, tu sais, en grandissant, en général, la morphologie du visage change, quoi. Ouais, Donc, ouais. par rapport à ça, il faut adapter, hein. Bon, parlons de ton look avant de te présenter aux téléspectateurs. Ouais. L'écharpe, Mhm. la chemise avec les designs, Oui. pantalon. Ben, Paire de disons que souliers. c'est une tenue assez relaxe, hein, mais on essaye quand même d'avoir une certaine harmonie dans l'habillement, quoi. C'est des codes vestimentaires. Moi, je suis artiste aussi, donc à ce titre-là, bien sûr, j'ai une image à sauvegarder, quoi. Ouais. On connaît Georges Minier, mais en tout cas à partir des coupures de presse qu'on a pu regrouper. Mais si tu devais te présenter toi-même, qu'est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs? Je dirais que c'est très difficile, hein, de se présenter. Bon, tu es professeur de management, ça on le Je sait. suis professeur de management, de Écrivain. sociologie des organisations, écrivain, Musicien. musicien, bien entendu. Ouais. Tout ça pour toi, c'est. Mais nul n'est parfait, hein. Alors, comment tu as commencé la musique? Alors, moi, je suis tombé dans la musique bientôt, hein, comme Obélix dans la potion magique d'Astérix. Ouais, Là. Astérix et Obélix, Ouais, voilà, ouais. Astérix et Obélix, non. J'ai commencé très tôt. J'ai même commencé la musique avant, finalement, je pourrais dire les études, avant de prendre conscience de l'importance des études, quoi. Parce que j'ai commencé la musique à 12 ans. Donc, si vous comptez aujourd'hui, ça fait 30 ans. Donc, j'ai quel âge? 42 ans. Voilà, je vais avoir 42 ans, oui. Ouais, c'est pas tout le monde qui aime dire son âge également, donc. Non, mais Félicitations. moi, ça ne me gêne absolument pas. D'autant plus que je pense qu'on a l'âge de ses artères, hein. En plus, tu ne fais même pas ton âge. Ah, merci. Ouais, On me l'a souvent dit, effectivement, ouais. Mais on fait tout pour s'entretenir, pour garder la forme. Tu fais quoi par exemple pour garder la forme? Toutes les semaines, 2 heures de jogging minimum. Toutes les semaines, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon équilibre physique, mais surtout aussi pour le mental. Parce qu'en tant que professeur, bien entendu, c'est difficile. C'est un métier extrêmement difficile. Et j'enseigne dans 8 sites en France, dans 8 villes en fait, hein, que j'enseigne en France. Donc à ce titre-là, oui, naturellement, il faut que je sois constamment en alerte. Ouais. Ouais, c'est facile, je sais que tu donnes des cours un peu partout et tout. C'est facile de faire les deux. C'est-à-dire faire la musique et puis en même temps donner des cours. Bon, les gens me disent, même mes étudiants me demandent, monsieur, comment est-ce que vous trouvez le temps? Moi, je pense que c'est une question de planification. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'enseigne le management de projet. Je suis écrivain dans ce domaine-là. C'est mon domaine d'expertise. Bon, à ce titre-là, naturellement, je me dois de savoir planifier. Et donc, je planifie mon agenda. Il y a des périodes de sous-charge, des périodes de surcharge. Quand c'est de la surcharge de travail, ben, je ne peux pas faire de la musique. Et quand c'est des périodes de sous-charge, ben, l'inspiration, elle vient naturellement, quoi. Et vous savez, la musique, hein, c'est quelque chose qui vient spontanément. C'est-à-dire que vous pouvez être comme ça en train de faire quelque chose, vous pouvez être en train de faire quelque chose, et puis spontanément, même en train de dormir. Et puis, bon, vous avez cette étincelle-là qui apparaît. Je dis souvent que c'est une saisie temporelle d'un fragment d'éternité, en fait, quoi. Tu as commencé la musique à 12 ans. Oui. Tu as 42 ans aujourd'hui et si j'ai bonne mémoire, tu as ton deuxième album. Oui. Pourquoi à 30 ans on peut faire deux albums? Ah, non, mais parce qu'au départ, comme tu l'as si bien dit, c'est-à-dire il y a d'abord l'école. Oui. Et pour les parents qui ont succédé aux Blancs après les indépendances, pour eux l'essentiel c'était qu'on fasse l'école d'abord. À ce titre-là, oui, mon père n'aimait pas que je fasse la musique, hein. Mon père s'est opposé pendant longtemps à ce que je fasse la musique. Et j'ai décidé de sortir mon premier album justement après son décès, en 98. Bon, moi, je fais de la chanson française. En fait, ce que je fais, c'est de la chanson africaine, mais d'expression française. Voilà. Alors là, j'aime bien le préciser, hein, parce que je suis africain et mon inspiration est venue d'Afrique. J'ai commencé à faire de la chanson en Afrique et de la chanson africaine d'expression française en Afrique. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ma sensibilité d'Africain que, ben, bien entendu, j'exprimais à travers mes chansons, avec une langue qui est une langue importée. Mais c'est le véhicule qui nous permet à toi et à moi de parler aujourd'hui. Essentiellement, je veux dire, c'est un héritage de la colonisation. Alors, on ne peut pas faire abstraction de cela, quoi. Alors, l'album Le Solitaire, c'était une chanson. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à un Camerounais s'il n'a pas entendu Le Solitaire. Mais tu peux nous redonner ça? Oui, ça chantait... Ta-di-da-dan, da-di-da-dan, da-di-da-dan. Ta-di-da-dan, da-di-da-di-do. Ta-di-da-dan, da-di-da-dan, da-di-da-dan. Tu sauras et tu comprendras que la vie n'est pas du tout facile.
Voilà. Un grand succès au Cameroun. Voilà. C'est une chanson que moi je découvre en même temps. Hein. Parce que je te jure que c'est quand j'ai commencé à me documenter sur toi, parce que je devais faire une émission avec toi, que j'ai commencé à mieux te connaître. Oui, oui. Mais avant, c'est plutôt Sam Fan Thomas. Oui, voilà, totalement. Mais en fait, on va dire qu'on n'a pas été gâtés. Quand je dis on, c'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique n'a pas été gâtée. Parce que je revendique mon panafricanisme. Hein. Ouais. Je veux être aussi bien en Côte d'Ivoire, au Bénin, que je voudrais que les Ivoiriens soient bien au Cameroun et partout ailleurs où ils vont, quoi. Moi, je pense que nos frontières ont été tracées, tout le monde d'ailleurs le sait, ont été tracées à la carte, hein, avec une équerre et puis, bien entendu. Et je pense que l'Afrique doit être une indivisible, quoi. C'est un de mes combats là-bas. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je revendique ma négrité. Et ma négrité, ça veut dire que ça dépasse même le simple concept d'africanité pour rencontrer le concept du noir. L'essence même du noir, quoi. Cette couleur de peau là, à cause de laquelle on nous a constamment rejetés un peu partout. Donc en fait, moi, je transcende, si tu veux, l'espace pour me lancer véritablement dans le, comment dirais-je, le rassemblement des peuples, quoi. Parce que les sphères géographiques sont des sphères conventionnelles, c'est-à-dire c'est les êtres humains qui les ont fait. Mais quand je dis conventionnelles, c'était surtout les grandes puissances qui le faisaient. On ne nous a pas demandé notre avis. Donc l'Ivoirien que tu es aujourd'hui aurait pu très bien être Camerounais, ou, et à ce type, ou Burkinabé, ou encore Ghanéen, ou encore Béninois. Donc aujourd'hui, honnêtement, ce que je voudrais, c'est que l'Afrique se réunisse, quoi. Et à ce titre-là, bon, on parle le même langage, la langue du colon, qui est le français, mais c'est aussi un vecteur de vulgarisation en fait de ma musique. Parce que en chantant en français, je sais que tous les francophones du monde pourront comprendre ce que je dis. Mais au Cameroun, il y a un côté anglophone et un côté francophone. Oui. Tu aurais pu chanter également en anglais. Mais je chante aussi en anglais. Il faut être polyglotte, hein. Et pour pouvoir s'imposer en Europe dans les domaines de l'intellect, quoi. Je suis en tout cas content de discuter avec toi parce qu'on sent qu'on a fait un professeur. Ah, merci. Bon, content de tout ça? Oui, moi je pense que l'artiste est en représentation. Hein. L'artiste, il est constamment en représentation. C'est Erving Goffman, le père de l'interactionnisme symbolique, hein, qui disait que dans la vie de tous les jours, on joue tous des rôles, quoi. On joue à être ceci, on joue à être cela, on joue à être un bon père de famille, on joue à être un professeur, on joue à être un employé, ainsi de suite, quoi. On joue tous des rôles. Donc en tant qu'artiste, je me dois aussi de jouer un rôle, parce que mes fans, ils aiment me voir d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle je m'astreins au sport, par respect pour eux. C'est des gens qui aiment l'artiste parce qu'il véhicule un certain symbole. Un certain symbole, comment dirais-je, de réussite, ou encore de rêve. C'est-à-dire que ça fait travailler l'imaginaire. Et comme ça fait travailler l'imaginaire, bien entendu, ça peut susciter des vocations. L'objectif, c'est que ça suscite des vocations. Que des musiciens, demain, puissent vivre totalement de leur métier. Je veux dire, nous sommes des artistes et nous sommes donc des créateurs. Et la création de l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement formidable. Je disais tout à l'heure que la musique est la saisie temporelle d'un fragment d'éternité. Parce qu'en réalité, on ne saisit pas la musique en main. Vous êtes d'accord avec moi? On ne saisit pas la musique. La musique, c'est quelque chose, c'est un immatériel, intemporel, qui transcende en fait les époques, qui dépasse les nations et les hommes. Mais bien entendu, elle interpelle notre imaginaire et elle stimule notre créativité, notre inspiration. C'est comme ça. Je dis, personne n'a le monopole de la créativité musicale. Si on revient aujourd'hui dans le paysage africain, bon, on va retrouver du bon et du mauvais. Et ce bon et ce mauvais-là vient essentiellement du fait que les artistes aujourd'hui doivent vivre au quotidien. Et comme ils doivent vivre au quotidien, ils se plient un peu au diktat de l'industrie culturelle. Et l'industrie culturelle, elle veut consommer tout de suite et pas dans le long terme. Moi, je fais de la musique pour le long terme. Donc, je peux mettre 7 ans pour sortir un album. Parce que j'aimerais que quand j'écoute mon album, que moi-même je sois satisfait. Et que mes auditeurs et mes fans qui m'adorent depuis, qu'ils se retrouvent dans le Georges Minième qu'ils connaissent depuis longtemps, quoi. Voilà mon positionnement. Donc, moi, je ne fais pas de la musique commerciale pour vendre immédiatement pour les fêtes. Je fais ma musique pour qu'elle dure dans le temps. J'espère que dans 10, 20, 30, 50 ans, des gens écouteront encore ma musique avec ferveur et passion. Voilà une de mes préoccupations. Bon, voilà. J'ai une anecdote te concernant. Il paraît que tu as eu ta première expérience du Garba il n'y a pas longtemps. Grâce à Yodé et Siro, c'était dans une radio, comme on ne veut pas faire de pub. Mais tu as trouvé le Garba comment? D'abord, le Garba, honnêtement, je vous assure, ça vous cale pour la journée. Ça vous cale pour la journée, vous n'avez plus besoin de manger à midi, quoi. Ah non, là, j'étais vraiment bien calé, quoi. Et puis bon, c'est vrai que tu parles de Yodé et Siro, c'est des garçons que j'ai connus ici, là, durant ce dernier séjour en Côte d'Ivoire. Et honnêtement, c'est des personnes que j'ai extrêmement appréciées. C'est des gens simples,
C'est des garçons extrêmement simples et conviviaux, quoi. Et ça, c'est un peu comme ce que je recherche aussi dans la musique africaine. C'est-à-dire des personnes qui ne se prennent pas au sérieux. En fait, des gens qui prennent le temps de composer et qui restent au naturel. C'est un métier, hein. C'est comme aller au bureau. Ça devrait être comme ça, plutôt que de se prendre pour une star et croire qu'on écrase les autres. Voilà. Et eux, ils savent rester humbles. Moi, ça me plaît. Donc, ces éléments-là sont importants. Et quand je suis arrivé ici, immédiatement, on m'a accueilli avec le sourire. Quand on vous accueille comme ça, vous ne partez pas rapidement. Et quand vous partez honnêtement, vous partez là, avec le cœur serré, quoi. Et vous revenez rapidement aussi. Et vous revenez rapidement. Vous ne rêvez que de ça, revenir. Georges Niem et Yodé Siro sont distribués par la même maison de distribution. Est-ce que dans pas longtemps, on aura on va dire un featuring Georges Niem, c'est pas impossible. C'est pas impossible pour la simple raison que, comme je te le dis, humainement c'est passé. Et il se pourrait très bien que dans mon prochain album, où il y a quand même du makossa, c'est pas parce que je me positionne comme un chansonnier à texte que je ne fais pas du makossa. Je fais aussi du makossa, je fais aussi de la siko, puisque je suis originaire du centre du Cameroun. Je suis bassa d'origine. Donc je fais aussi de la siko. Et je le danse super bien. Hier, je l'ai dansé dans un maquis. Bon, vas-y, danse-le maintenant, la siko. Bon, je sais pas, on trouve... La siko, comment on le danse? Comment on danse la siko? Alors, en général, il y a un gros pagne. Il y a un pagne avec un gros nœud conforme ici. On peut le faire avec l'écharpe, non? On peut le faire avec l'écharpe, mais honnêtement, je vous assure que... Bon, ça ne sera pas esthétique, mais au moins on aura... Voilà, on attache comme ça. En général, c'est un nœud, un gros nœud qu'on fait. Et puis... Elle disait, c'est fini, je n'ai plus droit pour dire. Parce que c'est le bassin qui bouge, en fait. Je peux pas. Le bassin, mon bassin, là, j'ai la chemise au-dessus. Tu verras pas grand-chose, quoi. Donc, en général... Avant, je croyais ces belles paroles. Le bobaraba, je n'ai entendu que ça tous ces jours-ci. C'est une variante du coupé-décalé. Mais tu sais comment ça se danse le bobaraba? Oh là là, purée, laisse tomber. Donc tu es bon en bobaraba? Oh là, non, je ne suis pas bon en bobaraba, mais je l'ai dansé. Je l'ai dansé. Et le zouglou? Le zouglou, mais c'est ce que font Yodé et Siro. Et tu as déjà vu comment ça se danse aussi? Non seulement j'ai vu comment ça se danse, mais il me plaît vachement parce que c'est un rythme traditionnel, quoi. C'est quelque chose du terroir. Et moi, j'aime vraiment ce type de rythme-là. C'est-à-dire qu'il puise son originalité, vraiment son authenticité, mais dans la création du peuple, quoi. Non, on va dire l'esprit du peuple. C'est ça, c'est une culture. Et cette culture-là, je ne veux pas qu'elle meure. Simplement, avec les instruments modernes aujourd'hui, on conjugue culture et modernité. Voilà. Et comme ça, c'est accessible à tout le monde. Tu es marié? Je fus marié. J'ai été marié, oui. Aujourd'hui, tu es un homme divorcé? Je suis divorcé, oui. Des enfants? Oui, j'ai des filles. J'ai des filles. J'ai des filles. Pas de garçons, que des filles. J'ai un garçon qui est grand, qui est ingénieur maintenant. Il a quel âge, ingénieur? Il a 24 ans. On voit que papa le suit bien, hein, 24 ans ingénieur. Oui, tout à fait. Ouais. La tête pleine. Mais quel avenir tu envisages pour tes enfants? Tu aimerais qu'ils deviennent artistes plus tard? Je sais pas. Moi, ce que je demande en général, je le demande à mes petits frères et demain à mes enfants, c'est le bac. Au minimum? Au minimum, le bac. Après, maintenant, honnêtement, ils vont dans le sens qui leur plaît. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a le savoir apporte de l'instruction, il apporte la connaissance, c'est ce qu'on recherche. Mais au-delà du savoir, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la déclinaison du savoir. Oui. Le savoir-faire, c'est la compétence. Et on peut avoir une compétence en menuiserie, on peut être un maçon, on peut être un ingénieur, on peut être un architecte. Tout ça, c'est des déclinaisons du savoir-faire. On peut être un woro même, tout cela, c'est un savoir-faire. À partir du moment où, bien entendu, on aime son métier, moi, je veux qu'on s'épanouisse dans ce métier-là. Il n'y a pas de sous-métier. Et en Occident, ils l'ont tellement bien compris que les personnes même qui louent les appartements là-bas au cadre, dans le 16e, c'est souvent des plombiers. Le plombier vit mieux en Occident qu'un cadre. Le cadre, il est là, il attend son salaire à la fin du mois. L'autre en profession libérale. Donc en réalité, c'est un entrepreneur. C'est que tu as un programme hyper chargé. Généralement, c'est quand on est professionnel que c'est comme ça. Ton programme du jour, c'est quoi? Je viens de faire une radio ce matin. Là, je suis avec vous. Après, bien entendu, je vais rendre visite à quelques amis. J'ai mes copines, mes grandes amies, Zéna, Letty, au Remblai. Et bien entendu, je vais voir mon frère Emma Miem, qui est assureur ici même à Abidjan. Mon petit frère vieux, que je vais retrouver, qui est délégué médical. Bien entendu, on a la journée pour ça. On va aller rendre visite aussi à mes nièces, qui ont un restaurant et bien entendu qui vont peut-être nous préparer un super bon plat camerounais pour qu'on se sente totalement à l'aise, quoi.